Raison d'utiliser de l'équipement comme ça. Parce que c'est très intéressant d'aller chercher des données, comme avec une sonde d'humidité ici, qui peut mesurer l'humidité du sol, une sonde de température pour mesurer la température ambiante. On pourrait avoir des capteurs de CO2 pour mesurer le niveau de CO2, des capteurs de luminosité pour voir la luminosité. D'ailleurs, je vais vous montrer que j'en ai un qui fonctionne. Et puis, bref, le microcontrôleur, c'est super accessible. Un truc comme ça coûte 30 $ à peu près. D'accord? On ne parle pas de des fortunes, mais il faut voir que, comme historiquement, là, ça, c'est comme les ordinateurs. Là, tu payais pour 4 MB plusieurs milliers de dollars jadis, mais là, c'est gratuit maintenant. Oui. Alors, ça, c'est un des axes, pouvoir contrôler. Et un des aspects très importants de mon projet, c'est pas juste de pouvoir le contrôler de façon informatique, mais que les données soient envoyées sur votre... Donc, tout le contrôle se fait sur un web browser, sur un furteur. Donc, le contrôle et la visualisation, par exemple, la température dans la journée ou la luminosité dans la journée ou n'importe quoi, le but, c'est de pouvoir le voir sur votre furteur, sur Internet, de n'importe où, tout le temps. OK? Ça a des applications pour vous personnellement en tant qu'hobbyiste, mais peut-être aussi dans le monde commercial, ça peut être intéressant pour des applications non critiques. Parce que ça, on ne met pas ça quand on a, admettons, une fournaise qui peut peut-être exploser parce que là, la robustesse est moins démontrée, disons, versus de l'équipement plus coûteux. Là, en ce moment, il y a une minuterie qui a été mise pour démontrer que le contrôle se faisait. C'est à peu près à toutes les 30 secondes, il allume et ferme une LED. Bien, c'est pour démontrer le principe. D'accord? On a aussi des données qui sont acquises, mais en ce moment, c'est un peu compliqué de vous les montrer comme il faut. Donc, on va s'en tenir à des données offertes par le SensorPuck. Alors, mon père. Excusez. Oui. Une des applications possibles, juste pour ceux qui ne visualisent pas nécessairement, c'est par exemple que le senseur va détecter quand ça atteint une certaine température ou un certain seuil d'humidité ou quelque chose comme ça, puis à ce moment-là, activer, admettons, la lumière ou autre. Puis ça peut se faire le contrôle à distance, donc même si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez quand même avoir accès à toutes ces données-là, puis faire le contrôle de votre Vitocube de chez n'importe où. Incluant l'arrosage. En ce moment, malheureusement, ben, avec l'Internet, on commande des affaires. Moi, j'ai tout commandé d'Internet, en gros, sauf la structure. Et les pompes ne sont pas arrivées, sont encore en Chine. Ça fait plusieurs semaines, mais bon, le délai était trop long pour moi. Puis on a le réservoir d'eau qui va en bas. Je ne l'ai pas monté dans la voiture. Et le réservoir d'eau est là, et puis donc l'alimentation se fait. Et tout le concept est basé sur le tronc biomimétique. Je dis tronc biomimétique, dans le fond, cette structure-ci, c'est des profils d'aluminium extrudés. C'est quand même un peu fancy. Je dirais pas que c'est le modèle le plus cheap, mais ça me permet d'avoir un système hyper modulable. On peut ajuster la hauteur de façon comme on veut. C'est très, très, très robuste, très solide. On peut aller mettre des poids vraiment importants. Ça permet aussi le passage de filage. En ce moment, c'est pas vraiment explicite parce qu'on les voit tous, mais il y a des espèces de gaines qu'on peut mettre qui s'imbriquent, qui font une fermeture hermétique. Parce qu'un des aspects, c'est d'avoir aussi une section incubation. Là, j'ai même pas eu le temps de démonter ce matin, mais où on peut aller fermer. Ça, c'est pas 100% fini, là, le développement de ça, mais c'est d'aller pouvoir fermer des zones complètement et d'en faire des microclimats ultra contrôlés. Pour, admettons, on pourrait penser la culture de champignons ou d'espèces un peu plus exotiques. Si vous voulez faire des expériences, comme je vous ai dit, l'un des aspects de ça, c'est de le voir comme un bioréacteur. Puis dans ce temps-là, tu veux contrôler encore plus. Tu veux pas nécessairement qu'il y ait de l'air qui rentre. En tout cas, tu veux pouvoir toi-même choisir combien d'air rentre. Donc, c'est basé sur ce concept. Donc, on en aurait 4, par exemple, qui pourraient se mettre sur les côtés et venir fermer pour une zone d'incubation si vous aimez le mycélium ou des choses comme ça. Deuxième axe de développement, autre que le microcontrôle, puis voir ça sur Internet, c'est le développement d'échangeurs de chaleur pour LED. Ça, j'ai déjà perdu la trace, elle se ferme trop vite, le fort, je l'arrange. Ici, j'ai une LED, je ne sais pas si tout le monde peut la voir. Là, on va attendre qu'elle se ferme. Non, tu peux la laisser, non? Ok, ouais, c'est bon, je peux l'enlever. Ça ici, c'est une LED. Elle est programmée pour s'allumer à toutes les 30 secondes. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est le petit carré qui est ici. Je l'ai commandé pour 30 $ sur Internet avec son power supply. Ça dégage énormément de chaleur. Elle attire 100 watts. Comme une ampoule incandescente 100 watts,
Ça y prend 100 watts de jus pour l'alimenter. Mais elle vous donne un rendement immense. C'est pas comme une LED que vous achetez au Rona puis qui vous dit c'est un équivalent à 100 watts. Mais elle va juste prendre 8 ou 10 watts, peut-être 12, je ne sais pas exactement le ratio, ça dépend des compagnies aussi. Mais celle-là, elle en tire 100 puis elle vous donne un équivalent de 600 ou 700 watts. On va le mesurer tout de suite pour que vous voyez l'intensité. J'ai un luxomètre qui est branché au iPad. J'ai manqué ma chance tantôt de vous le montrer. Mais là, voilà. Le luxomètre ici. Cette petite puce. Là, je sais pas, est-ce que je l'ai montré tantôt ou non? Ok, c'est bon. Ça s'appelle un Sensor Puck, c'est de Silicon Lab. C'est une autre compagnie dans le genre Arduino qui fait des microcontrôleurs, mais un peu plus propriétaire. L'avantage du Arduino, c'est que c'est très open source. Il y a plein de vidéos, il y a plein de. Tu peux l'apprendre par toi-même, là, comme ça. N'importe qui. Ça, par contre, c'est un peu plus complexe. Il n'y a pas autant de données sur Internet, il n'y a pas de communauté bâtie, mais c'est très pratique pour ce qu'on fait ici. Donc, on a la température, l'humidité relative, l'indice UV, un luxomètre qui nous donne l'intensité lumineuse. Tout ça envoyé par Bluetooth. Donc, on mesure ici, admettons, les lux pour cette lampe-là. 322 lumens, 400 lumens, à peu près, là, elle se tient dans ces eaux-là. Je m'en vais avec la LED 100 watts en bas. Vous devriez l'avoir monté pas mal, OK? C'est très aveuglant. Petite histoire intéressante, quand j'ai voulu la tester, la LED, ça a une polarité. J'ai tout branché mes trucs, j'avais mon énergie, ça prend 36 volts de courant continu. Et puis là, je voulais juste voir c'était lequel qui allait de chaque côté. Alors là, je les dépose et la LED elle faisait face au plafond, comme ça, sur la table, avec mon ami qui tenait les fils dans la prise, juste pour, tu sais, c'était encore très préliminaire, on s'entend. Et là, j'ai déposé les deux fils et ça s'allume instantanément, il n'y a pas de délai. On a été éblouis, là, c'est des spots de parking, là, littéralement. Là. On a vu le carré avec les... Il y a 100 LED, finalement, collés une à côté de l'autre. Et on pouvait, quand on fermait les yeux, on voyait les 100, on pouvait les compter. On était aveuglés pendant peut-être une dizaine de minutes, juste par un tout petit flash. C'est excessivement puissant. C'est un des axes que, dans l'équipe du Phytocube, on va développer par la suite, c'est-à-dire le développement d'échangeurs de chaleur pour LED. Parce que les LED, comme ça, à haute puissance, commencent à émerger à des coûts vraiment faibles. Je vous ai dit que c'était 30 $ que j'ai commandé le truc. Ça coûte plusieurs centaines de dollars quand vous achetez le package déjà tout fait. Okay? Avec déjà l'échangeur de chaleur monté dans un casing. Là, est un peu boboche, on s'entend, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais ça fait la job. Et ça enlève la chaleur. Mais un des aspects qu'on veut développer, moi je suis en ingénierie, c'est des échangeurs de chaleur pour LED. Et pour vous donner un semi-scoop, ce serait des échangeurs rotatifs. Et donc, permettrait la distribution de la lumière. C'est préliminaire, je n'ai pas de schéma à vous montrer, mais c'est un des aspects qu'on veut développer, c'est les échangeurs de chaleur pour LED. Prière de ne pas voler l'idée. Ensuite, le troisième aspect de ce Phytocube, qui est en fait, je ne peux pas vous le montrer en ce moment, parce que c'est un projet qui est seulement niveau expérimental, laboratoire, avec des données. Je m'excuse si je ne parle pas assez fort pour là-bas ou quoi que ce soit. C'est que dans le bas ici, cette section-là est dédiée à l'alimentation en eau, OK, à réservoir d'eau, mais aussi à développer un micro-biocomposteur de maison. Donc, vos déchets de table, vous les foutez là. Et c'est pas un composteur passif où est-ce qu'on laisse reposer, il serait à air forcé, contrôlé encore une fois par Arduino. Et on crée un compost aérobique. Les composts, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vrai qui sont familiers avec le compost ici? Est-ce que vous savez qu'est-ce que génère du compost? Des bactéries, oui. Du CO2. Beaucoup de CO2, surtout dans le cas du compost aérobique. Quand c'est anaérobique, on produit du méthane. Moi, je veux un compost aérobique pour produire du CO2. C'est le principal... ça produit de la chaleur, du CO2 puis de l'eau, un compost. Grosso modo, c'est ça que ça produit. Plus votre fertilisant par la suite. Et le CO2 produit par le composteur, qui serait par air forcé, mon but c'est d'aller alimenter les différentes cellules du bioréacteur en CO2 pour aller accélérer les croissances des plantes. Parce que dans les fermes, dans les serres commerciales, souvent on va rajouter du CO2 pour faire pousser, les producteurs de potes ou whatever vont le faire aussi. C'est la respiration cellulaire finalement qui se fait avec le CO2. Et puis, si on en donne, les plantes, photosynthèse, excusez-moi, je me suis trompé. Puis, bref, ça nous permet de... c'est dans le concept de recycler finalement les intrants, extrants, etc. Vos déchets deviennent de l'alimentation en CO2, mais aussi,
on peut l'espérer en thé de compost pour réutiliser. En ce moment, on a peut-être une trentaine de runs de compost dans des micro-composteurs qui ont été faits pour aller expérimenter avec l'évolution de la température, l'évolution des champignons, pour que ça soit... C'est un projet expérimental. Puis je dirais que pour essayer de boucler un peu sur le sujet, c'est que le Phytocube est pensé dans un concept de développement puis de recherche à l'Université de Sherbrooke. Puis même si ce n'est pas un projet qui a émané de l'université, c'est vraiment plus de notre équipe avec l'intérêt, c'est de pouvoir justement avancer l'axe du microcontrôleur web, l'interface. C'est très important d'avoir l'interface accessible pour que les gens pourraient facilement se connecter, avoir leurs données et contrôler. Les échangeurs de solaire et le biocomposteur. Et donc, l'unité sert à faire la recherche et du développement dans ces domaines. 3 questions. 2, 1, pratique web.